Attends, t'as jamais entendu parler de l'affaire Chlordécone? Bouge pas, on va en parler. Aujourd'hui, on va parler d'actualité juridique et plus précisément de l'ordonnance de non-lieu prononcée après 16 longues années d'instruction dans l'affaire du chlordécone. Mais avant d'entrer dans l'analyse juridique de ces décisions de justice, qu'est-ce que le chlordécone? Première fois qu'on prend de face le sujet du chlordécone. Le chlordécone. Le chlordécone. Le chlordécone est un pesticide qui a été utilisé en Guadeloupe et en Martinique de 1972 à 1993 pour lutter contre l'invasion du charançon du bananier, un insecte ravageur des plantations de bananes. Le chlordécone est une molécule organochlorée particulièrement toxique qui empoisonne les sols, les sous-sols, les sources d'eau, les animaux, les êtres humains. Mais pour mesurer la gravité de cette injustice environnementale aux relents coloniaux, il est nécessaire de retracer son histoire. En 1975, la toxicité du chlordécone pour l'humain a été mise en évidence à la suite de l'un des plus gros scandales environnementaux des États-Unis, le scandale d'Hopewell. Les ouvriers exposés à de fortes doses ont présenté des atteintes neurologiques graves. En France, dès 1968, la dangerosité du chlordécone est déjà connue. En 1969, la commission d'études des toxiques rejettera même la demande d'homologation du KEPON et va proscrire son utilisation. Mais alors comment se fait-il que le chlordécone ait pu être autorisé malgré les risques connus? Miraculeusement, le chlordécone qui avait été classé au rang des substances toxiques et donc interdite est rétrogradé au rang des substances dangereuses dont l'usage est autorisé. Selon un rapport d'enquête de l'Assemblée nationale de 2019, deux noms sont à retenir dans cette affaire. Le premier nom à retenir qui ressort de l'affaire chlordécone est celui de Jacques Chirac. En 1972, c'est le ministre de l'Agriculture de l'époque, Jacques Chirac, sous l'influence des lobbyistes, qui va donner la première autorisation provisoire de vente et d'utilisation du chlordécone. Le second nom à retenir dans cette affaire est celui de Yves. En 1981, des suites des cyclones David et Allen, il demande à l'État français l'autorisation de la commercialisation d'une nouvelle formule du chlordécone, le Curlone. L'appellation ne doit pas tromper, il s'agit du même composé chimique, seul le nom change. Au début des années 90, Yves joue un rôle majeur dans l'ouverture du marché européen de la banane. Il est alors directeur général de l'entreprise Lagarigue qui produit et commercialise le chlordécone sous le nom de Curlone. En 1990, la commercialisation et l'utilisation du chlordécone sont interdites sur le territoire métropolitain. Le 29 novembre 2007, les enquêteurs procédaient à une perquisition dans les locaux du groupe Lagarigue et de sa filiale Biométal. Plusieurs documents ont été saisis qui ont permis aux enquêteurs de nous éclairer sur les activités de négoce du Curlone. Alors même que l'homologation du Curlone avait été retirée, les établissements Lagarigue ont signé le 27 août 1990 un contrat portant sur la fabrication et la livraison de 1580 tonnes de Curlone. De 1990 à 1993, par des dérogations successives, les grands planteurs béquets ont eu l'autorisation illégale de commercialiser du chlordécone aux Antilles le temps que leur stock soit épuisé. Quelles sont les conséquences du chlordécone sur la santé des populations? Durant de nombreuses années, l'État français s'est montré très peu réactif face au scandale du chlordécone, et ce, indépendamment des avertissements et des dénonciations de la part de nombreuses associations. En 1979, le Centre international de recherche sur le cancer classa le chlordécone dans les produits cancérogènes pour l'humain. Selon l'étude Canari de Santé publique France, il est démontré que plus de 90% des Guadeloupéens et des Martiniquais, soit 800 000 habitants, sont contaminés par le chlordécone dans leur sang. De nos jours, la Martinique détient le triste record du monde de cancer de la prostate. Ce cancer est 2 fois plus fréquent en Martinique et en Guadeloupe qu'en métropole. Mais que s'est-il passé d'un point de vue juridique? L'affaire du chlordécone constitue un problème sociétal majeur, particulièrement sensible en Guadeloupe et en Martinique pour plusieurs raisons. D'une part, le 26 février 2006, une plainte au pénal a été déposée contre X par plusieurs associations pour mise en danger de la vie d'autrui, empoisonnement, administration de substances nuisibles et tromperie sur les risques inhérents à l'utilisation des marchandises. In fine, les associations vont se voir opposer la prescription des faits poursuivis. En janvier 2023, 17 ans après le premier dépôt de plainte, les juges clôturent le dossier par une ordonnance de non-lieu. D'autre part, des plaintes avaient également été déposées auprès de la Cour de justice de la République. Les plaintes visaient plusieurs anciens ministres de la Santé et de l'Agriculture. Elles seront déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. Parallèlement à l'action pénale, des requêtes ont été introduites en 2020 à l'encontre de l'État devant le tribunal administratif de Paris. Il est notamment demandé l'indemnisation du préjudice moral d'anxiété et la reconnaissance des carences fautives de l'État. Dans son jugement du 27 juin 2022, le juge administratif reconnaît que les services de l'État se sont rendus coupables de négligence fautive pour avoir permis la vente du chlordécone. Le tribunal administratif a toutefois refusé d'indemniser les plaignants collectivement et recommande que les plaintes soient individuelles pour estimer les préjudices invoqués. L'affaire du chlordécone est loin d'être terminée. Les députés ont adopté le 29 février 2024 une proposition de loi reconnaissant responsabilité de l'État et visant à indemniser les victimes. Mesdames, Messieurs les députés, 92% des Martiniquais et 95% des Guadeloupéens sont contaminés. Les enfants qui sont l'avenir de notre pays sont contaminés, et ce pour plusieurs générations. La responsabilité de l'État n'est donc plus à établir, elle est manifeste et incontestable. Et voilà, c'était Lox & Suits pour la Minute Juridique.